Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence en ce jour, le 7 mars. C'est un jour assez particulier aujourd'hui en France. Donc merci d'être là et d'avoir trouvé les ressorts pour être présent ce soir avec nous. L'objet de cette conférence débat s'inscrit, vous le savez, dans une campagne dans laquelle nous sommes lancés avec Pierre depuis déjà un certain nombre de mois. Et l'objet de cette conférence s'inscrit dans notre volonté d'insuffler, de porter pour le barreau de Paris un souffle nouveau. Cette conférence vient en réalité clôturer un mois d'échanges et de réflexions que nous avons lancés le 7 février dernier sur la question de l'égalité avocat-avocate, parce que c'est évidemment une question qui est au cœur de nos préoccupations dans la campagne que nous avons lancée. Pendant ce mois, nous sommes allés notamment à la rencontre de nombreuses consoeurs qui ont accepté de témoigner par des vidéos que nous avons diffusées sur les réseaux sociaux et que j'espère vous avez pu voir. Vidéos très intéressantes sur leur parcours, leur évolution et leur carrière. Donc je tiens déjà à les remercier pour le temps qu'elles nous ont accordé à cette occasion. Merci en particulier à Marie Violo, à JP Koudadje, Charlotte Plantin, Catherine Brun-Lorenzi, qui est également ici ce soir, Jessica Finel, Émilie Perrier, Frédéric Castro, Zoé Dubois et Stéphanie Boyce, ancienne présidente de la Law Society d'Angleterre et du Pays de Galles. Cette soirée sera évidemment l'occasion de discuter avec nos invités qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Et également de discuter avec la salle, d'échanger avec la salle. L'objectif, l'enjeu étant de dégager des bonnes pratiques que nous pourrions aussi dupliquer le cas échéant pour le barreau de Paris. Et puis ce sera l'occasion, Pierre s'en chargera, de vous présenter très rapidement les résultats de l'enquête que nous avons également lancée début février. Alors, en cette veille du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, faisons un rapide état des lieux, alors extrêmement rapide. Le Haut Conseil à l'égalité a rendu récemment son rapport et le constat est que la situation est toujours jugée comme étant alarmante s'agissant de l'état du sexisme en France, puisque en dépit d'avancées incontestables, c'est ce qui est indiqué dans le rapport, en matière de droits des femmes, eh bien, le Haut Conseil à l'égalité constate que le sexisme ne recule pas dans notre société. 2 chiffres, ils apparaissent parfaits. Plus d'une femme sur 5 a déjà vécu un écart de salaire avec un collègue homme. Selon les chiffres 2019, à travail égal, les femmes gagnent encore 16% de moins que les hommes. Si nous nous résumons, les femmes accèdent moins encore aujourd'hui, en 2023, aux postes à responsabilité et les rémunérations restent moins élevées que celles des hommes. Bref, très bref, retour également sur les chiffres concernant la profession d'avocat. La profession d'avocat est extrêmement féminisée, et ce depuis de nombreuses années, puisque au barreau de Paris, là, à janvier 2023, les femmes composent 55% des avocats du barreau de Paris, et pourtant, parmi les associés, elles ne sont que 41%. Les femmes composent également 64% des collaborateurs. Donc, on le voit, le constat qui peut être fait pour la société, eh bien, on peut également le faire chez nous, avocats. Je vais céder la parole à Pierre, qui va nous présenter rapidement les résultats du sondage, auquel vous avez été très nombreux, et nous en sommes ravis de participer. Et puis, à l'issue de ces résultats, eh bien, nous commencerons notre conférence, et puis ensuite, nous débattrons ensemble avec la salle. Pierre, je te cède la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Rassurez-vous, toutes nos soirées de campagne, nous allons les faire exclusivement les jours de grève nationale. Alors, notre enquête, très rapidement, parce que vous avez vu, il y a eu beaucoup de vidéos et il y a eu beaucoup d'impact, et je suis très touché parce que vous allez voir, les objectifs de notre enquête étaient de faire un état des lieux des conditions d'exercice des avocats du barreau de Paris, de dégager des préoccupations spécifiques des avocates en matière d'égalité femmes-hommes, et puis
évidemment, de nourrir notre programme de réflexion sur le sujet d'égalité. Vous avez répondu, et ça c'est très important, je sais, il y a un petit bug, voilà. Sur les conditions d'enquête, vous avez été 1478 avocates et avocats à consulter notre enquête, ce qui est un chiffre très important. 82% sont des femmes, 46% sont des collaboratrices. On a posé une question, alors vous verrez le sondage complet, on vous en a livré ce soir la quintessence, et l'idée c'est d'abréger les débats, mais sur la perception de l'inégalité, et évidemment, dans un monde parfait, la note est de 10 sur une égalité parfaite, la perception pour les hommes est de 5,9 et de 3,9 sur 10 pour les femmes. On a fait une synthèse sur les rémunérations, sur les écarts de rémunération, et vous voyez que 64% des femmes considèrent qu'elles ne sont pas rémunérées au même niveau que les avocats. On a posé la même question, vous verrez les graphiques sur notre site internet, concernant la parentalité, où vous avez 74% des femmes interrogées qui considèrent que la parentalité a été un frein dans leur carrière. Je vais passer un peu plus rapidement sur ce slide parce qu'on va aller dans le vif du sujet, mais sur les pourcentages, sur les blagues racistes ou les remarques sexistes, les inégalités de traitement, le sentiment d'exclusion, vous vous rapporterez à notre sondage. Ce qui est paradoxal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la perception. Parce que la perception pour les avocats est différente et 50% des avocats interrogés considèrent ne pas avoir été témoins de violences sexistes à l'égard d'une avocate. J'en ai terminé et c'est ça le cœur du sujet et c'est justement remettre un souffle nouveau et on parlera de nos propositions tout à l'heure. Vous avez 47% des femmes qui ont subi des violences et n'ont engagé aucune action et c'est là où le bas blesse. Seulement 3% ont saisi nos instances ordinales. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Autour du verre de l'amitié, place Dauphine. Ça permettra aux retardataires de venir. Place au débat. Je vous remercie pour votre attention. J'invite nos invités à rejoindre l'estrade. On va commencer nos débats. Je vous en prie. Évidemment, le placement est libre. Alors, je présente notre magnifique panel. Merci encore à tous d'être là. Madame Agnès... Micro. C'est mieux, effectivement. Merci, c'est mieux, effectivement. Je présente notre panel. Madame Agnès Thibault-Lecuivre, vous êtes magistrate, aujourd'hui chef de l'inspection nationale de la police nationale. Vous avez d'ailleurs été au cabinet du ministre de l'Intérieur en qualité de conseillère justice, puis de directrice adjointe du cabinet. Magistrate de formation, je l'indiquais, vous avez notamment exercé au parquet de Bobigny et de Paris avant d'être chargée de la communication du cabinet du procureur de la République, François Molins. Madame Laetitia Elouette, administratrice territoriale, vous avez notamment été rapporteure à la Cour des comptes et au comité d'éthique des Jeux Olympiques Paris 2024, coprésidente du club 21e siècle, directrice de l'école des hautes études politiques et du centre d'études diplomatiques et stratégiques. Vous venez d'être nommée tout récemment à la présidence de l'Observatoire national de la politique de la ville. Madame Julia Minkowski, une avocate, vous êtes avocate pénaliste depuis 2006, associée du cabinet Temim depuis 2010. Vous avez notamment cofondé le Club des femmes pénalistes.
en 2013 que vous présidez, et vous avez notamment publié 2 livres, L'avocate était une femme et Par-delà l'attente, en 2022 pour Par-delà l'attente, aux éditions Lattès. Et on se rappelle évidemment récemment de votre documentaire Ténoras. Madame Catherine Brun-Lorenzi, vous êtes avocate depuis 1973 en droit social, associée d'un cabinet d'affaires dont vous avez été membre du Conseil de l'Ordre de 2014 à 2016 et avez notamment cofondé l'association Femmes et Droits. Monsieur Emmanuel Chin, journaliste évidemment, fondateur et animateur de l'émission à succès Capital sur la chaîne M6 pendant des années. Vous êtes depuis également plusieurs années producteur de programmes audiovisuels. Vous avez cofondé la société Éléphant qui produit donc des formats originaux pour les chaînes de télévision, les nouvelles plateformes numériques, à savoir des magazines, mais également des documentaires et des émissions de flux ainsi que de nombreuses séries. Madame Linda Amadagena, vous avez d'abord exercé dans les bureaux de grands cabinets d'affaires à Paris, avant de créer le cabinet Amadagena & Partners en 2019, qui intervient notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines et des infrastructures en Afrique, avec un accent particulier sur la zone OHADA. Donc vous exercez entre les barreaux de Paris et de Yaoundé. Vous êtes également secrétaire général de l'association minière du Cameroun. Et vous êtes d'ailleurs classé parmi les 100 avocats d'affaires les plus influents d'Afrique francophone. Pour 2019, vous avez été classé pour 2019 par Jeune Afrique et Jeune Afrique Business Plus. Monsieur Maxime Resniewski, avocat aussi de formation, ancien journaliste, ancien conseiller de Najat Vallaud-Belkacem au ministère des Droits des Femmes pendant 2 ans, cofondateur de la Fondation des Femmes. Vous dirigez Remixed, qui est une plateforme digitale qui vise à sensibiliser les équipes et les organisations privées et publiques autour des sujets de diversité et d'inclusion, en vue notamment de prévenir les violences sexistes et sexuelles. Nous y reviendrons évidemment. Et vous venez de publier votre premier essai en février dernier aux éditions Marabout, Petit manuel du féminisme au quotidien. Et d'ailleurs, vous avez reçu également le prix de l'homme féministe de l'année 2018. Ça mérite d'être précisé. Pas encore, mais bientôt. Lorraine Anna, une consoeur également, avocate au barreau de Paris. Vous avez été notamment présidente de l'association des élèves avocats de Paris et vous êtes actuellement conseillère municipale de la ville d'Évry-Courcouronnes. Monsieur François Zimret, avocat au barreau de Paris et de Genève, mais également avocat après la Cour pénale internationale. Vous êtes associé du cabinet Zimret-Finel et vous êtes aussi ancien député européen et ancien ambassadeur de Franck au Danemark. Et enfin, Madame Rachel Flore-Pardo, avocate au barreau de Paris. Vous êtes la cofondatrice de l'association Stop Ficha, dont vous nous parlerez également tout à l'heure, qui lutte contre les cyberviolences. Merci à toutes et à tous de votre présence qui nous honore véritablement ce soir. Alors, on va essayer de faire ce débat, de le rendre le plus dynamique possible. Vous êtes extrêmement nombreux et c'est un bonheur de vous avoir tous présents ce soir. L'idée, c'est évidemment d'avoir votre avis, votre positionnement sur cette question qui nous rassemble, mais également l'enjeu de la soirée, c'est d'échanger avec notre public qui a fait l'effort d'être là en dépit de ses difficultés. On l'a vu dans les chiffres que nous avons présentés tout à l'heure avec Pierre, on a une situation qui semble toujours être la même année après année, c'est celle du plafond de verre, un constat systématique, à savoir toujours plus de difficultés pour les hommes pour accéder aux postes à responsabilité pour les femmes. Il fallait le faire, ça a été fait, voilà. Ça ne sera plus fait ce soir. Donc cette difficulté pour les femmes d'accéder aux postes à responsabilité, et puis toujours ce constat d'une rémunération qui reste inférieure, en moyenne évidemment, à celle des hommes. J'ai été très surprise en analysant les chiffres pour préparer cette conférence de constater que cette différence de rémunération existait aussi
dans la fonction publique, qui me semblait être justement peut-être le secteur où la question par définition ne se posait pas, puisque j'ai constaté qu'on a même dans la fonction publique d'État une différence de 12,6% de rémunération, ce qui est assez surprenant. Donc ma première question, j'aimerais vous la poser à vous, Madame Agnès Thibault-Lecuivre, parce que votre parcours, évidemment, passe par la fonction publique. J'aimerais avoir votre avis, savoir si ça a été d'une manière ou d'une autre compliqué pour vous dans votre parcours d'être une femme et si vous avez ou pas d'ailleurs constaté des différences de traitement. Merci à vous. Déjà, merci de m'avoir invitée parce que pour une magistrate de l'ordre judiciaire, qui plus est en ce moment chef de l'inspection générale de la police nationale, c'est un honneur et je pèse mes mots de pouvoir parler devant des avocats parce que nous sommes tous des partenaires et voilà. Enfin, vraiment, je vous remercie pour cette invitation. Pour répondre à votre question, et je vais m'empresser après ce débat d'aller regarder ma fiche de paye, je n'ai jamais constaté d'éventuelles disparités avec mes collègues masculins quant à ma rémunération. J'ai pu constater des disparités, mais qui s'expliquaient au gré des permanences entre les magistrats du siège et du parquet, moi-même n'ayant exercé qu'au parquet, mais très honnêtement, entre femmes et hommes, non, donc je ne peux pas vous dire le contraire. Et quant au fait d'être une femme par rapport à mon parcours personnel, ça n'a pas été un handicap. De là à dire que ça a été un avantage, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, un handicap, certainement pas. Au titre des anecdotes et à titre très personnel, j'ai 4 enfants et qui ne m'ont pas empêché, en dépit de congés maternité que nous avons la chance dans la fonction publique, contrairement au barreau, de pouvoir prendre pleinement, d'avoir accès à différentes fonctions, que ce soit au parquet de Bobigny, au parquet de Paris, ou ensuite du côté du ministère de l'Intérieur. Au parquet de Paris, j'ai été 1 an dans une section spécialisée à l'exécution des peines, et en particulier sur l'exécution des peines des condamnés terroristes. Et quand le procureur que j'avais eu à Bobigny a été nommé à Paris, est arrivé à Paris, nous avons eu un échange, j'étais très enceinte, et je lui ai indiqué que j'avais une envie particulière, c'était de pouvoir travailler à la communication du parquet de Paris. Et il m'a répondu, mais Agnès, dans votre état, c'est pas envisageable. Et donc nous avons eu une discussion, j'ai dit que j'allais prendre un congé maternité plein et entier, mais pas avec tout un tas de congés à rallonge. Et il a dit, bon, bah, allons-y, mais franchement, je pense que vous n'y arriverez pas avec vos enfants. Et puis, bon, bon an, mal an, les choses ont pu avancer. Donc, franchement, en ce qui me concerne, en tout cas, être une femme n'a pas été un handicap. Après, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui ont su pouvoir faire respecter cet équilibre privé-professionnel. Dans mes fonctions actuelles, d'ailleurs, moi, c'est quelque chose auquel je tiens pour mes équipes et je pense qu'on avance pleinement, correctement, efficacement que si et seulement si on arrive à préserver cet équilibre. Merci beaucoup. Donc vous faites un bilan plutôt, en résumé, plutôt positif, et c'est tant mieux d'ailleurs, de votre parcours à ce jour. Je dirais que j'ai eu la chance de pouvoir saisir des opportunités et encore une fois que ma condition féminine n'ont pas guidé la chance de saisir des opportunités parce que vous êtes nommée magistrate de l'ordre judiciaire. Je choisis le parquet de Bobigny parce que j'avais été formée au parquet de Marseille et que je souhaitais rejoindre une grosse boutique. J'ai eu la chance d'avoir un chef qui a forgé un certain nombre de pratiques professionnelles. Vous évoquiez tout à l'heure des bonnes pratiques. Je pense que vraiment, j'ai été formée à ces bonnes pratiques. J'ai pu ensuite développer d'autres compétences au parquet de Paris. J'ai été chargée de la communication dans une période très particulière entre 2012 et 2018, à la fois sur des affaires économiques et financières sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais notamment l'affaire Cahuzac, la création du parquet national financier qui n'a pas été sans impact à l'époque, avec Mediapart qui était à la fois un média comme un autre et en même temps une partie prenante, et puis bien évidemment pendant la période
absolument terribles que la France a connues, 2015-2016, pardon, des attentats, et au cours desquels on a dû construire une véritable communication à l'époque au parquet de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Laetitia Elouette, peut-être qu'on peut rebondir. Alors forcément, spontanément, je pense à vous parce que la fonction publique, vous connaissez particulièrement. Quel est votre regard et peut-être votre expérience personnelle au regard du parcours qui a été le vôtre? Est-ce que là, vous m'entendez? Parfaitement. Voilà, déjà, je commençais par vous remercier. Alors moi, je suis entourée d'avocats. C'est une profession pour laquelle j'ai un grand intérêt, puisqu'il y a là des sujets à la fois d'éthique, mais aussi, pour moi, vous êtes porteur en fait, de valeurs sociales, de valeurs de vivre ensemble. Et quand on parle d'égalité femmes-hommes, nous sommes au cœur de ces valeurs ou d'une des valeurs cardinales. Alors, mon parcours, c'est vrai, je suis fonctionnaire, vous l'avez dit. J'ai notamment travaillé à la Cour des comptes. Cour des comptes, pour moi, c'est une dimension d'exemplarité. Mais quand on est sur la question de l'égalité femmes-hommes, on est seulement 30% de femmes magistrates. Alors, peut-être que les chiffres ont évolué depuis que je suis partie, mais 30% sur le métier le plus noble, le compte n'y est pas, sans mauvais jeu de mots. Je dirige aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, un établissement d'enseignement supérieur. Quand on regarde le personnel, il est, je dirais, à la vue de nez, 80% féminin. Quand on est dans le COMEX est majoritairement masculin. Et moi, alors voilà, je vais peut-être faire le petit contrepoint. Moi, j'ai l'impression d'avoir été une mauvaise élève sur la question de l'égalité femmes-hommes. J'ai l'impression, moi, d'être, voilà, comme d'autres femmes, une femme qui a eu des biais, une femme qui s'est fait de l'autocensure, une femme qui a vécu des échecs aussi, comme quelque chose qui était absolument rédhibitoire ou qui, à un moment, était un blocage net. Et en venant de ces biais-là, en venant d'une ancienne mauvaise élève, en tout cas une ancienne mauvaise élève qui essaye de guérir, moi j'ai une autre vision, j'ai d'autres convictions que j'ai envie de partager avec vous. La première, c'est celle des... Pour moi, le premier sujet, c'est celui des représentations. Vous voyez, je pense que on a des textes, hein, vous connaissez tous, je pense, la loi Copé-Zimmermann qui a fait avancer les choses, la loi Rixain qui va, j'en suis sûre, faire avancer les choses, mais ma conviction, c'est que les textes seuls ne suffisent pas si les représentations, par ailleurs, ne sont pas modifiées. C'est-à-dire, si une femme ne se projette pas dans un milieu qui n'est pas immédiatement proche de celui dans lequel elle est, du poste qu'elle occupe, les textes auront toujours des limites. Parce que quand on parle en fait de cette égalité femmes-hommes, on est pour moi sur un sujet qui est majeur, un sujet transversal qui va bien au-delà de l'égalité femmes-hommes. C'est la question de la manière dont on regarde le potentiel. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le sommet des plus grandes entreprises ou les postes les plus privilégiés et qu'on voit que régulièrement ce sont des hommes, de la même origine socioculturelle et du même milieu social. Comment je me projette quand je suis une jeune fille, je me rentre dans une boîte du CAC. Le COMEX, en moyenne, c'est 20% de femmes, et il n'y a aujourd'hui qu'une seule femme qui est présidente d'un conseil d'administration du CAC 40. Évidemment, la représentation joue. Voilà, s'il y a une question de regard pour moi qui me semble essentielle, j'ai évolué là-dessus parce que je vous dis que moi-même je viens d'un regard où moi-même j'avais introduit des biais internes, de l'autocensure. Mais ce sujet-là, pour moi, on doit s'en emparer. Et c'est un sujet qui est holistique. Hein, c'est à la fois la manière dont les hommes regardent la compétence, et la compétence quand elle a un genre féminin, et la manière dont les femmes se regardent elles-mêmes individuellement et collectivement en tant que femmes. Deuxième sujet sur lequel j'ai évolué en termes de biais, c'est que pendant longtemps, une fois que je me suis dit que le sujet égalité femmes-hommes était à la fois important, me concernait, était peut-être parfois dans la manière dont je le regardais, une limite aussi que je me fixais, c'est que je le mettais uniquement dans la case éthique et cohésion. Alors évidemment, je serais la première à vous dire que c'est un sujet éthique, mais maintenant je parle assez facilement et même avec une forme d'assertivité de la question de la performance. Parce que cette égalité femmes-hommes, évidemment, pour moi, quand on le dit, ça paraît être une évidence, c'est pouvoir avoir des points de vue croisés, des manières de voir, des manières de faire. Et évidemment, c'est une mixité, une ouverture des points de vue, une capacité à faire différemment, c'est l'innovation. Voilà, c'est pas seulement moi qui le dis, hein, il y a des statistiques et des textes emblématiques qui le disent.
Et derrière ça, il y a vraiment, voilà, il y a la question. Je vous redis celle-là. Quand on est recruté, est-ce qu'on préfère être recruté parce qu'on se dit que l'employeur va cocher la case femme, pourquoi pas pour me concernant femme issue de la diversité, ou est-ce qu'il va cocher la case assez égoïste de se dire tiens, je la recrute, mais je la recrute parce que ça va augmenter le potentiel de ma boîte. Voilà, si on recrute quelqu'un uniquement parce que c'est une femme pour cocher une case, ça veut dire déjà qu'on la regarde du point de vue en fait d'un problème à régler, pardonnez-moi, et non pas du point de vue de son potentiel. Et ça veut dire que dans la manière dont je la recrute, je ne crée pas les conditions pour qu'elle puisse se développer comme elle le pourrait, et je ne crée pas les conditions pour que ma boîte, mon entreprise, mon cabinet d'avocats puisse bénéficier en fait de ces compétences voilà, aussi importantes qu'elle pourrait avoir si on construit les conditions de l'épanouissement. Dernier sujet, puisque vous disiez, je crois, dans votre introduction, c'était comment est-ce qu'on introduit aussi des bonnes pratiques. Moi, je pense que sur ces sujets-là, on est beaucoup dans le déclamatoire, on est beaucoup dans les principes. Et pour moi, plus les principes sont grands et plus la manière dont on doit être au service de ces principes, donc dans l'action, et j'allais même dire dans le pragmatisme, et le pragmatisme est le meilleur allié parfois des grands principes. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vous donne juste quelques éléments. Pour moi, ma conviction, c'est que, je vous le disais, quand on est sur les représentations, on est sur de la culture. Et pour bouger les cultures, et certaines cultures qui sont, pardonnez-moi, millénaires, ça veut dire qu'il faut du volontarisme, et il faut que ça soit porté au plus haut niveau. La deuxième chose, c'est des actions concrètes. J'en cite une parce que moi, c'est quelque chose que je pratique depuis un certain temps et que je trouve absolument formidable et très puissant en termes de capacité d'émancipation. C'est le mentorat. Moi, je fais du mentorat et le mentorat, c'est une manière formidable en fait de faire bouger les lignes individuellement de la personne qui est accompagnée. Mais je peux vous dire, le mentorat, c'est tout sauf vertical. Ça fait bouger les lignes aussi de celui qui accompagne. C'est la mise en mouvement en fait de deux parcours. C'est deux parcours qui se racontent et qui se mettent en regard dans une forme de dialectique. Forcément, ça fait grandir. Et le mentorat a cette vertu aussi. Évidemment, quand quelqu'un bouge et quand il arrive à une forme d'émancipation, de regard différent sur sa valeur, il va aussi irriguer l'environnement beaucoup plus complet dans lequel il est. Donc moi, je crois que ce mentorat-là a vraiment une valeur cardinale et c'est une valeur de camaraderie. Donc moi, je suis assez attachée aussi à ces valeurs-là. Et puis voilà, mon rôle modèle, ça peut paraître gadget, mais il y a aussi des femmes, je dis que les femmes sont très peu nombreuses à occuper des fonctions élevées, mais elles sont quelques-unes, et les mettre en avant, on peut se dire c'est du narcissisme, non, c'est une capacité à avoir des exemples, et j'espère les exemples les plus variés possibles, pour que le sujet bouge. Je dis juste un dernier mot, c'est que là, pour moi, il y a un sujet qui est inclusif. Je vous disais tout à l'heure, servir la cause des femmes, c'est servir la cause de tous. Servir la cause des hommes, c'est servir aussi d'autres causes. Puisque dans certains cas, on a tendance à opposer un peu, à faire une espèce de concurrence entre les différentes formes de diversité, les femmes, la diversité d'origine, le social, et avec le constat que la diversité femmes-hommes, elle avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais elle avance plus vite que les autres. Mais pour moi, c'est chouette. Parce que dans le fond, il y a un point commun derrière tout ça. Le point commun, c'est la manière dont on regarde un potentiel et dont on regarde ce que l'autre, dans sa différence, peut nous apporter. Donc quand l'égalité femmes-hommes avance, dans le fond, elle fait avancer aussi d'autres formes de diversité. La dernière petite chose, c'est faut pas que ce soit un sujet des nanas qui ont réussi. Pardonnez-moi l'expression, hein, mais là, j'ai beaucoup parlé de l'élite, mais je parle de l'élite en fait pour deux raisons. C'est que quand on regarde l'élite, les plus hauts postes, c'est révélateur en fait des valeurs qu'une société met en avant et de la place qu'on accorde réellement à la question. C'est aussi quand on voit ce que l'élite, quand elle change, est capable de faire, ça veut dire que ou bien l'élite, c'est un miroir en fait de reproduction. Voilà, on voit ça puis on reproduit. Et quand l'élite change, ça peut être aussi un formidable accélérateur de transformation. Donc jouer sur l'élite, dans le fond, c'est pas contre le reste de la population, mais c'est une manière de traiter aussi le sujet qui peut véritablement être un accélérateur. Donc pour moi, ça c'est comme ça que je vois le sujet. Et moi, voilà, je reviens à mon constat de départ. Je suis arrivée sur le sujet extrêmement tard et je vois à quel point ce sujet, à la fois, il y a des sujets de représentation et de fond, mais qui doivent absolument s'accompagner d'actions extrêmement pragmatiques pour que le sujet avance et soit vivant, pas seulement le 8 mars, mais au quotidien et dans la vie de toutes et de tous.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour vos réponses très complètes, très intéressantes. Emmanuel Chin, on a évoqué le secteur public, la fonction publique. Si on se tourne vers le secteur privé, évidemment, on reviendra peut-être ultérieurement sur la question de la place des femmes dans les médias, à l'image. On peut y revenir tout à l'heure, mais avant même cela, vous êtes à la tête d'un groupe important. Quel est votre regard, votre analyse sur cette question du plafond de verre qu'on évoque année après année? On a quand même ce constat, toujours de différence de rémunération, toujours de difficulté à accéder aux postes quand même à responsabilité. Qu'en pensez-vous? Alors, ce plafond de verre existe si on voit les statistiques, tous les données qui sont communiquées régulièrement. Moi, j'ai une expérience un petit peu différente parce que dans mon entreprise, on a vraiment essayé, et je crois qu'on y arrive, non seulement d'éviter le plafond de verre avec des actions très concrètes, mais aussi d'avoir une égalité salariale la plus forte possible. On s'est engagé, par exemple, Pierre disait tout à l'heure, s'il y a des initiatives intéressantes, puisque vous semblez vouloir effectivement promouvoir l'égalité hommes-femmes dans le métier d'avocat, il y a une initiative qui a été faite par Laurence Bachmann, productrice, qui a créé Pour les femmes dans les médias, qui est une association qui organise des tables rondes, des tas de choses pour faire bouger les lignes. Et quand on est membre de cette association, et nous à Éléphant nous le sommes comme tous les grands médias aujourd'hui et toutes les sociétés de production, par exemple, on s'engage à signer une charte pour la parité et l'égalité. Donc, par exemple, si vous créez cette association, les cabinets d'avocats membres de l'association pourraient signer cette charte. Et quand vous signez cette charte, ça vous engage à 2 ou 3 choses très concrètes. D'ailleurs, la première, c'est d'avoir des données objectives, factuelles, qui permettent d'objectiver la situation sur les différences salariales hommes-femmes au sein des entreprises qui ont signé cette charte, que vous publiez. Donc, il y a 4 critères, sur à la fois les différences de rémunération hommes-femmes, les différences d'augmentation de salaire d'une année à l'autre entre les hommes et les femmes, les augmentations de salaire après les congés maternité, et sur le top des 10 plus gros salaires, la part des hommes et la part des femmes, donc des critères très objectifs. Nous, par exemple, chez Éléphant, dans nos filiales, on a entre 94 et 99 sur 100 comme note sur tous ces critères. Donc, c'est pas encore 100 sur 100, mais je pense qu'on est dans le top. Et le fait d'objectiver tout ça, déjà, ça vous permet de faire chose. Nous, on a pris d'autres initiatives aussi. Éléphant, par exemple, on parlait de la parentalité. Tout à l'heure, je voyais que 74% des femmes avocates disaient qu'elles avaient été handicapées dans leur promotion. Et vous en parliez tout à l'heure, madame, de ces représentations. Alors nous, on a fait un truc très simple. On a donné un congé de paternité pour les hommes. On compense les salaires sur les 28 premiers jours. On paye la différence de salaire. Et on est en train d'étudier, on va le mettre en place, un congé de paternité qui est le même que pour les femmes, pour éviter la discrimination, parce que, alors je ne vais pas citer qui, mais il m'est arrivé d'entendre le patron d'un grand média dire, à une époque, « Oh, écoute, n'embauche pas de femmes journalistes parce qu'elles vont tomber enceintes, etc. » Je dis, mais c'est hallucinant. Bon. Et donc aujourd'hui, non mais si on fait un congé de paternité qui est équivalent, il n'y aura plus de discrimination, parce que l'homme journaliste aussi, il peut prendre les 2 mois et demi, oui, c'est les 2 mois et demi, je crois, après, les 10 semaines. Alors avant, évidemment, bref, en tout cas, on va le mettre en place. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Et cette charte, je pourrais en parler, parce que d'ailleurs, je pourrais vous envoyer ça, elle est très intéressante, parce qu'on s'engage aussi, indépendamment de regarder les choses, évidemment d'avoir une information très forte en interne, dans toutes les entreprises, sur les violences sexistes, le harcèlement, avec des questionnaires qui sont faits, des choses. Il y a des référents dans tous nos tournages. Il y a une personne référente. S'il y a quelqu'un qui se plaint d'une attitude déplacée, on va avoir le référent, des lieux d'écoute, etc. dans les services. Bon, voilà. Donc on essaie de mettre en place. Alors après, il y a la question, on en parlera peut-être plus tard, de la représentation des femmes dans les médias, où là aussi il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. TF1 fait des choses formidables dans la matière, et je pourrais en parler, des exemples très concrets. Enfin voilà, on bouge, mais les choses changent. Les choses changent, et elles changent plutôt positivement, j'ai l'impression. Et puis après, c'est une question de volontarisme et de représentation, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Les représentations sont très importantes, on peut en reparler, parce que là, il y a des exemples concrets aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.
Alors, on pourrait peut-être se tourner vers les avocats, et notamment notre consoeur Catherine Brun-Lorenzi. Je l'indiquais tout à l'heure en introduction, vous nous avez fait le plaisir et même l'honneur de participer à nos interviews qui ont été diffusées, et notamment, vous nous avez fait part de votre expérience, puisque vous êtes avocate depuis 1973, donc vous avez une expérience évidemment essentielle, et notamment dans le cadre de cette interview, vous avez indiqué, j'ai relevé, les garçons montaient plus vite que les filles, je l'ai constaté, la question de l'égalité de rémunération est un vrai sujet entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous en dire plus ce soir ? Oui, alors ce que je crois, c'est que il y a déjà eu... Enfin, moi, j'ai un peu une vision un peu large sur 50 ans, donc des choses se sont passées depuis 50 ans. Parce qu'il n'y avait même pas de congé maternité, moi, quand j'ai eu mes enfants. Donc, les choses ont changé. Il y a eu des textes, il y a eu des tas d'événements, des lois, au sein de notre ordre, des tas de choses qui ont déjà posé des jalons. Mais la difficulté, je crois, il y a toujours un peu une difficulté de mentalité pour nous, les femmes. C'est-à-dire que, au fond, enfin, je parle peut-être pour moi, mais au fond, on a toujours un petit sentiment d'illégitimité. Et on n'ose pas aller se bagarrer, aller à la fin de chaque année dire « bon, j'ai fait une bonne année, qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine? Que me proposez-vous? Quel va être mon itinéraire dans ce cabinet ?» etc. On a beaucoup de mal à aller s'exprimer. Et ça, je crois qu'il faut que les choses bougent, et j'espère qu'elles bougent maintenant. Mais il faut savoir aussi que chez les avocats, tout le monde n'est pas dans des grands cabinets. Il y a beaucoup d'avocats qui travaillent seuls. Et donc, pour cela, la question n'est pas la même. La question n'est plus la rémunération. Mais reste peut-être encore une petite question. Je crois qu'on a plus de mal à demander des honoraires, qu'on a plus de mal peut-être à se faire payer dans certains cas, toujours un peu pour les mêmes raisons. Alors pour ces avocates qui travaillent seules, la situation est un peu différente. Leur problème n'est pas la disparité de rémunération avec les hommes, mais là c'est leur condition d'exercice de la profession, avec notamment le problème de parentalité. Alors, les choses ont beaucoup bougé. Il y a maintenant il y a eu beaucoup d'évolutions positives, mais il y a quand même toujours une difficulté. Il faut pouvoir se faire remplacer quand on ne travaille pas. Et je crois qu'une femme qui travaille seule, qui exerce seule son métier, finalement, prendra quasiment pas de congé maternité, parce qu'elle continuera à travailler tout le temps. De chez elle, elle continuera à travailler tout le temps. Alors, donc il y a toujours et je crois que dans les choses qui pourraient changer, ce serait d'apporter une aide dans les cabinets au moment des maternités, avec des confrères qui pourraient remplacer les uns les autres pendant les périodes d'indisponibilité. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Alors pour revenir après sur les questions d'évolution, de rémunération, etc., il y a une chose qui me paraîtrait très importante, c'est qu'on fasse chaque année un véritable entretien. Alors c'est prévu normalement, mais je ne crois pas que ça se fasse partout. Un véritable entretien au cours duquel on puisse vraiment discuter de tout avec les associés de son cabinet quand on est encore collaborateur, ou avec les autres associés quand on est associé, et qu'on a l'impression qu'on n'évolue pas de la même manière tout à fait que les autres, puisque dans les cabinets, il y a toujours aussi des comités de direction, etc., des instances dans lesquelles les femmes sont quand même encore aujourd'hui moins représentées. Alors, en résumé, il y a eu un grand chemin parcouru, il y a eu des textes, maintenant il faut les faire vivre. Et puis, il faut continuer à se battre, parce que j'ai été quand même très étonnée par les résultats de l'étude du HCE, et de constater que quand même le sexisme était encore si présent. Alors ça, je dois dire que c'est vraiment très... Là, j'ai été très impressionnée, parce qu'il m'a semblé que la génération des, j'allais dire, 50-60 ans avait un peu changé.
dans l'appréciation du travail des femmes, notamment parce que beaucoup d'entre eux avaient des filles et s'apercevaient avec leurs propres filles de 30 ou 20 ou 30 ans que c'était quand même peut-être pas normal qu'on les traite de manière différente. Mais je m'aperçois que là, ce sont les plus jeunes. Ce sont les plus jeunes, c'est les 30-40 ans. Donc, on repart en arrière. On repart en arrière, et là, je trouve que c'est très, très, très préoccupant. Donc, voilà, ce sera vraiment un sujet qu'il faudra prendre à bras-le-corps, une éducation. Je pense notamment que, par exemple, à l'école du barreau, on pourrait vraiment sensibiliser encore plus, par exemple, les jeunes avocats, en ce qui nous concerne, sur toutes ces questions. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Brun-Lorenzi. Dans votre réponse, vous avez en réalité aussi insisté sur cette question de la maternité qui semble être quand même le moment où se cristallisent quand même les difficultés pour les femmes. En majorité, c'est le point de bascule d'une certaine manière. Ça demeure le vrai frein dans les carrières. En tout cas, c'est ce qui ressort en majorité. Monsieur Emmanuel Chin tout à l'heure évoquait, c'est vrai, la question du congé maternité, du congé parentalité, en évoquant d'ailleurs que, si j'ai bien compris, chez Éléphant, dans votre groupe, on envisage une égalité de temps de congé qui, effectivement, aurait pour conséquence de supprimer la discrimination que ça implique, puisque les conséquences de l'arrivée de l'enfant seraient les mêmes que ce soit pour un homme ou pour une femme. Ça me donne envie, Monsieur François Zinebret, mon confrère, de peut-être vous interroger parce que, évidemment, vous êtes avocat, mais votre particularité ce soir aussi, c'est votre expérience à l'étranger, puisque vous avez été ambassadeur au Danemark. On a d'autres modèles qui existent. En France, on a effectivement les congés, parentalité, paternité, qui sont arrivés en 2002. Parentalité, ça a changé de nom. Dans notre profession d'avocat, désormais, on est à 4 semaines pour les hommes. Il y a encore, c'est vrai, une vraie différence avec la durée du congé maternité. Je regardais évidemment en préparant notre soirée, par exemple en Norvège, dans ces pays nordiques, on a des durées de congés pour les paternité, parentalité, plus précisément, qui sont beaucoup plus longs. En Norvège, on est à 15 semaines, ça peut aller jusqu'à 34 semaines pour les hommes. J'aimerais savoir quelle est votre expérience au Danemark, et est-ce que cette difficulté de trouver un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui semble être une difficulté vraisemblablement majoritairement pour les femmes, est-ce que cette difficulté, elle existe au Danemark, et est-ce que vous avez un autre modèle à nous présenter ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et d'évoquer cette page heureuse de ma vie, ce pays que j'ai aimé passionnément, même si j'ai failli y perdre la vie aussi. Et quand je suis allé au Danemark, je voudrais juste dire que je sortais d'une autre expérience diplomatique, puisque j'avais été pendant 5 ans ambassadeur en charge des droits de l'homme dans l'action extérieure de la France, et en particulier des droits des femmes, et que j'ai arpenté le monde dans des endroits que je vous recommanderais en général pas pour les vacances, mais où j'ai pu voir partout dans le monde l'universalité non seulement des droits fondamentaux, mais l'universalité des atteintes et des violences faites aux femmes. Et en cette veille de la journée internationale du droit des femmes, je voudrais, et puisque nous sommes entre juristes aussi, que nous faire toucher du doigt quand même la distinction entre le sujet de la place des hommes et des femmes dans la société et le sujet dans le monde des droits des femmes, c'est-à-dire tous ces pays où les femmes n'ont tout simplement pas les mêmes droits que les hommes, et les manifestations, les traductions les plus épouvantables de cette réalité. Je repensais à un chiffre, 89% des femmes égyptiennes excisées, dans un pays où 25% des mères ont moins de 16 ans, le Salvador. L'Église dépose 4000 recours contre les programmes d'éducation sexuelle, contre l'éducation nationale de ce pays, alors qu'on sait que la santé sexuelle et reproductive, c'est la première des revendications et
ça devrait être la première priorité de la diplomatie française. Donc c'est après avoir touché du doigt toutes ces réalités que je suis allé au Danemark, pays effectivement l'un des pays les plus heureux au monde, où les gens sont le plus heureux, et notamment en raison de cet équilibre entre le temps de travail et le temps personnel. Et c'est aussi en Europe et dans le monde le pays qui a consacré dans ses textes, dans sa constitution et surtout dans la réalité, la pleine égalité des hommes et des femmes depuis plus d'un siècle et demi. Et cette égalité, on le voit dans les institutions. Le souverain est une femme, la première ministre est une femme. Je ne sais pas si vous avez vu Borgen, par exemple. Mais surtout, on le voit dans la vie quotidienne. Et ça se voit de façon palpable. Alors ça se voit, vos interlocuteurs professionnels vous disent il est 4 heures, homme ou femme, et souvent des hommes, je dois partir chercher les enfants à l'école. Et effectivement, dans les rues, derrière les poussettes, vous avez autant d'hommes que de femmes. À la sortie des écoles, autant d'hommes que de femmes. Dans les toilettes pour hommes que seuls les hommes en général fréquentent, il y a des tables à langer. Et elles servent. Ce n'est pas anecdotique, elles servent. Je me rappelle d'un écrivain français dont j'aurais pas la méchanceté de citer le nom, que j'avais invité à l'Institut français de Copenhague, et à qui je racontais cette anecdote, et il me disait « Mais pourquoi faire ?» Et elles servent. Et néanmoins, vous êtes invité chez des Danois, il n'est pas rare de voir le mari au fourneau. Bref, cette égalité, elle est vraiment très installée dans la vie quotidienne. Elle est culturellement tellement présente que les Danois n'y renonceraient pour rien au monde. Et pourtant, lorsque vous rencontrez le CAC 40 danois, vous voyez une très grande majorité d'hommes. Et d'hommes qui se plaignent de ne pas avoir assez de femmes. Et les chasseurs de tête se battent pour essayer de faire venir des femmes dans les conseils d'administration. Alors là, il y a 2 explications, et évidemment, je vous les livre comme l'une et l'autre, et vous choisirez l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, si vous le souhaitez. L'une qui est de dire, c'est un plafond de verre, et l'autre qui est de dire, non, dans un pays où les femmes ont le droit de choisir leur vie, c'est pas qu'elles ont moins d'ambition que les hommes, c'est qu'elles placent leurs ambitions ailleurs. Et en voyant ces pères, je terminerai par là parce que je ne veux pas être long, aller chercher leurs enfants à l'école, je me suis posé la question moi-même, combien de fois suis-je allé chercher mes enfants à l'école ? J'ai deux fils qui avaient à l'époque 10 et 15 ans, et je faisais appel à mes souvenirs français ici, lorsque j'étais avocat dans ma première saison dans un grand cabinet d'affaires. Eh bien, la réponse était 0. 0, pourquoi ? Eh bien, parce que c'était, au sens propre, impensable pour moi, dans les années 2000, 90, 2000, impensable pour moi et sans doute pour beaucoup de garçons de ma génération, qui étions prisonniers de cette injonction de performance, de domination, de succès. C'était simplement impossible. Nous étions au contraire en train de rivaliser qui resterait le plus tard le soir pour pouvoir parler à nos bureaux de New York et d'ailleurs. Et au fond, je me dis, si je rassemble ces expériences, que c'est tout autant les hommes que les femmes qu'il faut libérer. Et que c'est plus un sujet en France que effectivement de permettre à chacun de vivre la vie qu'il souhaite vivre, et en particulier les hommes, parce que, encore une fois, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pensé à le demander. Et ce n'était pas pensable. Et je pense que les choses sont en train de changer aujourd'hui. Et c'est bien, comme je les ai vus changer dans le monde nordique. Mais j'ai conservé de cette expérience personnelle et de cette rencontre entre une expérience personnelle et ce témoignage plus général,
l'idée que c'est beaucoup les mentalités des hommes qu'il faut changer et aussi les affranchir de cette injonction d'être en permanence dans cette obsession de la performance qui nous détruit tous. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Comme tous les intervenants. Sur cette question d'équilibre, effectivement, vie personnelle et vie professionnelle, cela devrait être un sujet qui ne concerne pas que les femmes, mais en réalité les femmes et les hommes. Mais en tout cas, à ce jour, dans la société qui est la nôtre, l'évidence, c'est que c'est en tout cas un déséquilibre qui tend à peser majoritairement sur les femmes. Linda Amadagana, vous exercez, et c'est très intéressant, entre Paris et Yaoundé. Donc vous avez à la fois cette expérience du barreau de Paris, mais aussi d'un barreau africain. Donc c'est aussi intéressant pour nous, et puis pour les consoeurs et confrères qui sont présents ce soir, de savoir ce qu'il en est, quel est votre regard sur cette difficulté d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, comment ça se passe peut-être au Cameroun, cette question de cet équilibre à trouver, éventuellement du congé parentalité, le cas échéant, je ne sais pas. Bonsoir, et d'abord merci Vanessa, merci Pierre pour l'invitation. Je suis venue de loin pour être là. Mais je dois dire que c'est un sujet qui est clé, et qui est clé pour moi, parce que moi j'ai exercé à Paris pendant quelques années avant de me relocaliser au Cameroun, et maintenant de faire un peu la navette. Et je dois dire qu'il y a deux aspects en fait dans cette question de l'équilibre. Le premier aspect, c'est que je ne l'ai pas encore trouvé, l'équilibre. C'est une recherche constante. Parce que j'exerce au sein du cabinet que j'ai fondé, qui est basé à Yaoundé. On est aujourd'hui un peu moins de 25, avec un associé. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, le point de bascule, en fait, c'est vraiment la question de la maternité. Parce que lorsqu'on est une jeune femme et qu'on a beaucoup d'ambition, c'est vraiment facile de pouvoir vraiment tout donner, tout performer et être à 100%. Mais lorsqu'intervient la question de la maternité, on se trouve face à des choix. Et je dirais que c'est sur un plan personnel, mais aussi vis-à-vis de mes collaborateurs et collaboratrices. Donc moi, sur le plan personnel, j'ai eu un bébé il n'y a pas longtemps, et ça me faisait un peu... J'écoutais la question de l'équilibre, et je me rappelle que même sur mon lit d'accouchement, je répondais à des emails. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup de femmes. Mais en fait, je pense que on n'a pas encore trouvé l'équilibre, mais c'est important, moi, dans ma pratique personnelle, d'essayer de se fixer des limites. Parce que j'exerce dans la branche affaires, donc on fait essentiellement du conseil aux grands groupes français, anglais, américains qui investissent sur le continent africain. Donc c'est beaucoup de décalage horaire, beaucoup d'exigences permanentes, tout le temps. Il n'y a jamais de pause. Et donc, si on ne s'impose pas à soi-même des limites, en fait, on finit en burn-out. C'est simplement, on finit avec... où on ne peut plus répondre à des emails. Donc, il y a eu cette question de se poser des limites à soi-même, mais aussi de pouvoir considérer, et pour moi, c'est peut-être l'aspect sur lequel je vais insister, comment est-ce que je pourrais traiter les collaboratrices qui sont dans la même situation. Parce que le regard que moi j'ai aujourd'hui, il n'est pas juste sur moi, il est comment est-ce que je fais fonctionner un cabinet qui a des exigences, de la part de notre clientèle, mais aussi qui doit pouvoir aménager un cadre de travail épanouissant pour les collaborateurs et les collaboratrices. Donc j'ai un associé et on a une politique au cabinet de stricte égalité entre les hommes et les femmes, déjà dans le recrutement. On fait attention à ce que dans le recrutement des collaborateurs et des collaboratrices, il y ait des hommes et des femmes. Mais c'est poser la question de savoir comment on traite les collaboratrices, parce que le cadre législatif au Cameroun, par exemple, n'est pas aussi favorable qu'en France. Donc il faut aller au-delà de ce que prévoit le texte pour pouvoir aménager cette plateforme. Donc nous, on a pu donner un congé maternité à nos collaboratrices. Et surtout, en fait, au cabinet, on a aujourd'hui 65% de femmes par rapport à 35% d'hommes.
En fait, la question de l'équilibre se pose en termes très pratiques, parce que quand vous avez un dossier sur lequel vous avez une femme qui est leader et que vous avez des exigences, le jour où elle doit prendre son congé de maternité, chez nous on compte 6 mois. On compte 6 mois parce qu'en plus du congé, elle peut étendre. Donc comment est-ce que vous gérez ça pratiquement ? Ce que nous on fait au cabinet, c'est qu'on a toujours au moins 2-3 personnes qui sont en intervalle sur le même dossier, ce qui permet premièrement d'avoir un relais, parce qu'il faut quand même que le cabinet fonctionne, mais surtout ça permet de relâcher un peu la pression sur la collaboratrice, parce qu'on sait très bien que les femmes, on a vraiment ce don de la culpabilité, où à tout moment, quand on est à et ma sœur qui est dans la salle me faisait cette blague, ma sœur elle a 4 enfants, elle travaille tout le temps, donc elle me disait quand on est au travail, on a le sentiment d'être une mauvaise mère, et quand on est à la maison, on a le sentiment de ne pas être une bonne professionnelle. Donc c'est vraiment toujours la culpabilité constante, donc il faut aussi mettre en place, et j'aimais bien le point de l'intervenant qui parlait d'objectivation. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est de l'ordre de la faveur, ou il faut que ce soit une politique qui est mise en place et qui est objectivée. On n'a pas besoin d'y penser, on met en place les process qui font que la plateforme est créée. Et peut-être que c'est l'avantage qu'on a, c'est que moi je suis une femme, j'ai les mêmes contraintes, j'ai besoin d'avoir une vie de famille, j'ai besoin d'avoir une vie personnelle, donc peut-être que j'ai aussi ce ressenti-là qui permet de mettre en place ces politiques. L'autre chose qui, pour moi, est importante de souligner ce soir, c'est vraiment la question aussi de la représentation. J'ai bien aimé l'idée parce que évidemment, à Paris, je pense que, comme disait mon aîné dans la profession, on a beaucoup évolué depuis 50 ans, mais dans le pays où moi j'exerce, le Cameroun, on n'en est pas encore là. Et moi, je participe souvent à des conseils d'administration, et je dois compter le nombre de conseils où j'ai même une femme qui est représentée. En général, c'est beaucoup d'hommes très matures, pour ne pas dire autre chose. Et donc, il peut y avoir parfois, pour les femmes, un sentiment un peu d'imposteur. On ne sait pas ce qu'on fait là, parce que on est une femme, on est jeune, et voilà. Donc, il y a cette question de la représentation, elle est vraiment importante, elle est capitale, et je pense qu'il faut vraiment y travailler. Mais pour moi, c'est ces 2 termes-là, c'est objectiver en fait la lutte contre l'égalité la lutte pour l'égalité en mettant en place les process qu'il faut au sein des cabinets pour que les carrières des femmes fleurissent. Et en fait, je pense que c'est au fur et à mesure de l'application de ces process qu'on arrivera au résultat qui est qu'on pourra avoir au niveau des partenaires, au niveau des associés, plus de femmes, parce que je ne suis pas très convaincue que les femmes ne choisissent pas d'avoir des belles carrières. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'elles doivent arbitrer entre avoir une vie personnelle épanouie et une vie professionnelle épanouie, elles se retrouvent vers la vie personnelle, mais elles se tournent vers la vie personnelle. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de déperditions dans les grands cabinets à un certain niveau de seniorité au niveau des femmes. Je pense que si on met en place la plateforme qu'il faut et qu'on objective les process pour faire fleurir les carrières des femmes, à mon avis, le résultat sera au bout du chemin. Et en tout cas, on espère au cabinet, en tout cas, y contribuer. Merci beaucoup, Linda. C'est très intéressant et c'est enrichissant, en plus, la comparaison avec le Danemark, avec le Cameroun. C'est ce qui nourrit notre réflexion et c'est l'objectif de cette soirée, c'est de récupérer, de dupliquer ces bonnes pratiques, ces process, comme vous dites, d'objectiver ce qui peut permettre, justement, à l'échelle d'un barreau, et nous l'espérons, évidemment, à l'échelle du barreau de Paris. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup. Lorraine, Anna, sur cette question de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, je serais très intéressée d'avoir votre regard parce que vous venez de prêter serment, sauf erreur, depuis quelques mois, novembre dernier, et ce regard-là est aussi intéressant pour nous, pour notre public. Comment on envisage cet avenir, cet équilibre, pardon, vie personnelle, vie professionnelle, lorsqu'on vient d'intégrer notre profession, et comment en fait vous envisagez votre carrière à son commencement? C'est une grande question, franchement. Bonjour. Merci d'abord pour cette invitation. Franchement, je n'ai pas encore la réponse à cette question, mais je crois que j'ai quelques bribes de réflexion. Bon, d'abord, j'ai eu un parcours un peu chargé, hein, c'est-à-dire qu'avant d'être présidente de l'association des élèves avocats, j'étais vice-présidente d'une autre association, une assez grosse tribune à Paris qui s'appelle toujours Débattre en Sorbonne.
et qui organisait un certain nombre de conférences et de concours d'éloquence, etc. Avant ça, j'étais aussi à la faculté d'Evry où j'avais fondé et présidé une association d'éloquence, pareil, que j'ai appelée Evry Insolente, au féminin. Donc j'ai toujours choisi comme ça dans ma vie d'être très active et de ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à ma vie personnelle. Arrivé un beau jour où j'ai prêté serment, j'étais avocat, et là je me suis dit bon ok, c'est bien beau, on fait la fête, et maintenant en fait qu'est-ce qui se passe? Là je me retrouve dans un monde très ouvert, où je ne sais pas absolument pas comment je vais pouvoir avancer. Et on se dit, ok, j'ai mis ma vie personnelle de côté parce que je me suis dit, bon, on verra ça après, puis on verra ça après. Puis là, j'ai toujours pas le temps, donc je ne sais toujours pas comment je vais m'en sortir. Et voilà. Et ça partait de ce constat-là. Et puis un beau jour, alors je sais pas si c'est vraiment important, mais j'ai senti que c'était chez moi un déclic. Mon coach au sport, un beau jour je vais au sport parce que je me dis bon quand même, et il me dit putain mais Lorraine, ça fait longtemps qu'on t'a pas vue quand même. Et je lui dis bah oui c'est vrai, ça fait X temps. Et il me dit cette phrase, il me dit non mais Lorraine, ne t'oublie pas. Et ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit que en réalité la seule possibilité que j'ai moi de me libérer et que les femmes ont aussi de se libérer, c'est elles-mêmes de ne pas s'oublier. Je crois que c'est pas tant d'aller demander à ce qu'on ne nous oublie pas, parce que de toute manière, on est inoubliable, n'est-ce pas ? Mais c'est plus de savoir, de se connaître, de savoir ce qu'on veut, et de l'imposer, en réalité, à la société. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on se fera un chemin. Je crois aussi que l'avenir accorde et réserve une place importante aux femmes. Et que ça n'ira que dans ce sens, que dans le sens de l'évolution. Donc, c'est un peu les bribes de réflexion que j'ai, ne pas m'oublier. C'est essentiel. Merci beaucoup, Lorraine. L'égalité, on l'a vu, c'est la question de cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui est difficile à trouver, qu'on doit en tout cas trouver homme comme femme. C'est la question des plafonds de verre, on l'a également évoqué, mais c'est également la question du regard, de la place des femmes dans le regard public. Et dans le regard public, c'est le regard qu'on peut projeter sur une femme. Est-ce qu'un avocat pénaliste, c'est une femme ? Dans les médias, est-ce que la place des femmes est suffisamment représentée ? Sur ces thématiques, évidemment, Julia Minkowski, je me tourne vers vous parce que donc vous êtes avocate pénaliste, je l'indiquais en début de conférence. Vous avez cofondé le club des femmes pénalistes, je crois comprendre, en réaction d'une certaine manière à une situation dans laquelle, pour les femmes pénalistes, eh bien, on peut avoir le sentiment de ne pas être reconnues d'une certaine manière, parce que c'est vrai que le grand public a tendance, lorsqu'on parle de l'avocat pénaliste, à s'imaginer un homme. J'aimerais que vous nous donniez votre regard aujourd'hui. Vous êtes également à l'origine, et j'aimerais le présenter parce qu'il mérite évidemment d'être lu. Vous avez écrit 2 livres, L'avocat était une femme, justement sur ce sujet, dans lequel vous retracez 9 portraits d'avocates pénalistes talentueuses à travers leur procès, un procès marquant. Et puis Par-delà l'attente, qui évoque le parcours de Germaine Brière, première femme avocate inscrite au barreau du Mans et qui a dû se battre pour pouvoir exercer. Donc évidemment, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a poussé à créer ce club, à écrire ces livres très intéressants et Par-delà l'attente, véritablement, je vous le recommande parce que c'est passionnant. Mais quel est votre sentiment aujourd'hui ? Est-ce que depuis la création du club, en 2013, sauf erreur de ma part, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ont davantage pris leur place, ou en tout cas que leur place et leur talent leur est reconnu, ou pas ? Ou est-ce que les stéréotypes ont encore la vie dure ? La genèse de la création du club, c'était une photo qui avait été publiée par le magazine Paris Match dans un article qui s'intitulait « L'orchestre du barreau de Paris » et où vous aviez les 23 meilleurs avocats du barreau, en tout cas selon le magazine.
et où figuraient 22 hommes et une femme qui était Dominique de la Garandrie, à l'époque bâtonnière, puisque depuis le mois de février, on a le droit de dire bâtonnière. Et la photo étant prise à la bibliothèque du Conseil de l'Ordre, de l'Ordre, je pense que c'est pour ça qu'on l'avait invitée, ça n'aurait pas été très chic. Donc voilà, elle avait sa place au milieu de tous ces hommes. Et Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, pour la première fois, moi j'étais tellement heureuse en tant que jeune avocate de pouvoir exercer ce métier de pénaliste qui avait toujours été mon rêve, que j'avais pas vraiment remarqué que finalement les femmes dans le barreau pénal étaient, pour la grande majorité d'entre elles, les collaboratrices qui souvent arrêtaient la profession au bout d'une petite dizaine d'années. Et puis surtout, on ne parlait jamais d'elles. Enfin, cet article en était vraiment la preuve par 9. Donc, j'ai aussi réalisé que, parce que le métier de pénaliste, c'est un métier de transmission, de tradition, on raconte les histoires, on sait qui a récupéré le bureau de tel ténor, on sait qui a défendu quel dossier, et que finalement, au panthéon des avocats, dans cette mythologie, on ne parlait jamais d'aucune femme. Et ça a été vraiment un processus comme ça de réalisation, et c'est pour ça que j'ai créé le Club des femmes pénalistes, en disant, si déjà il y a un club de femmes pénalistes qui existe et qu'il y a des femmes pénalistes. Donc c'était la première étape. Et puis ensuite, il y a eu donc, la rédaction du livre « L'avocat était une femme ». Pareil, le constat, finalement, tous les grands ténors font leur bouquin, Ma vie, mon œuvre, en gros, et les femmes ne le font jamais. Donc, on peut leur reprocher. C'est toujours ça aussi. On parle de rôle modèle. Quand il n'y a pas de rôle modèle, c'est aussi parce que les femmes, et ça, je ne m'explique pas, je ne sais pas ce qui n'allait pas dans l'éducation exactement, mais on a quand même toujours cette réserve, cette peur de se mettre en avant. Voilà. Et mon associée Olinka Mater à Marseille, on était, je me souviens très bien, à Marseille, où justement un ténor parlait à l'Institut de défense pénale, donc on se réunit, des conférences, parlait justement des femmes, en disant mais il faut qu'il y ait des femmes pénalistes, c'est vrai, c'est très bien. Pareil, par charité, je ne dirais pas qui c'était. C'est toujours le discours en fait qui part très bien, et puis tout à coup qui... Voilà, et dit, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des femmes pénalistes, mais bon... C'est quand même plus compliqué pour elles parce qu'il faut souvent plaider en province et puis les audiences finissent très tard. Alors qui va garder les enfants ? Leur père, par exemple. C'est vrai que c'est quand même très éprouvant et très violent, et on a pu voir ça sur un plateau il n'y a pas très longtemps avec une de mes consoeurs, où pareil, un magistrat qui était venu parler du documentaire dont vous parliez tout à l'heure et qui nous dit ah mais oui c'est très bien, et puis mais quand même c'est très dur, tout ce sang, toutes ces émotions pour les femmes, c'est certainement pour ça qu'elles arrêtent au bout de 10 ans. Donc voilà, il y a vraiment... Donc Olinka m'a dit mais pourquoi toi t'écris pas un livre ? Je dis mais je vais pas parler de moi, et puis en plus j'étais jeune. Il dit mais je pourrais parler des autres. Et donc dans L'avocat était une femme, on a fait avec Lisa Vignoli, une amie journaliste, le portrait. Dans le poche, elles sont 10 femmes avocates contemporaines qui se racontent à travers le procès de leur vie, et qui sont des portraits que j'ai voulu très intimes parce que justement la place, la frontière entre vie personnelle et professionnelle est très ténue en fait, notre métier, mais c'est aussi ça qui en fait de charme. En tout cas, quand on est pénaliste, moi c'est ça que je trouve génial, c'est de me dire, oui, mon métier m'accompagne partout, mais en fait c'est pas grave. Et Françoise Imré parlait tout à l'heure des hommes, des pères qui ne vont pas chercher leurs enfants à l'école. La vérité, c'est que les avocates, elles ne vont pas non plus chercher leurs enfants à l'école. Et moi, vous me demandez combien de fois j'ai 3 enfants, combien de fois je suis allée chercher mes enfants à 4h30, je sais pas, 3 fois peut-être. En revanche, je les accompagne, mais seulement 2 fois par semaine. Les 3 autres jours, c'est leur père qui le fait. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je les accompagnais presque jamais d'ailleurs. Mais bon, on peut peut-être être bonne mère avec d'autres choses que d'aller chercher les enfants à l'école. Mais voilà, c'était pour moi très important qu'elles puissent parler de ça, de leur procès, qu'on ne les cantonne pas justement à « alors qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme ?» On leur a jamais posé la question. Ça vient dans les récits. Et le lapsus de Vanessa tout à l'heure était très drôle. Oui, les hommes ont de plus en plus de mal. Première phrase. Peut-être qu'un jour,
peut-être qu'un jour on y sera, mais ce qui est, beaucoup de gens nous ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas le même livre avec des hommes? Parce qu'on aimerait bien aussi avoir... c'est vrai que dans leurs livres, Ma vie, mon œuvre, comme je disais tout à l'heure, jamais ils ne parlent de ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut être impudique et pas être sa vie privée, mais simplement dire quelques mots, comment est-ce qu'ils concilient, que voilà, Françoise Imret d'ailleurs, elle a dit avec de façon tout à fait spontanée, mais c'est assez rare en fait qu'un avocat ou qu'un homme, un dirigeant vienne vous expliquer comment est-ce qu'il a fait, mais parce que aussi on leur pose quasiment jamais la question. Voilà. Donc moi je suis d'accord, la représentation c'est essentiel. À la suite du livre, on a fait ce documentaire parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses qui passent par l'image. Et oui, pour enfin répondre à la question de Vanessa, moi je pense qu'il y a une évolution depuis cette photo. Dans le documentaire, il y a, grâce à Thomas, que j'ai vu tout à l'heure mais qui n'est pas là, donc notre confrère Thomas Klotz, qui est photographe, on lui a fait refaire la photo de l'orchestre du barreau de Paris, sauf que cette fois, il n'y avait que des femmes, et comme ça on voit le parallèle. Alors c'est notre documentaire, hein, c'est pas Paris Match qui fait cette photo, mais ce qui est certain, c'est que, enfin certain, non, je dis ça, mais je parle peut-être un peu vite, j'allais dire, c'est impossible qu'une photo avec 22 hommes et une seule femme ait lieu aujourd'hui. C'est peut-être pas sûr, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un journal de cinéma qui l'a fait. Alors, ils étaient que 5, mais quand même, c'était la couverture et c'était... bon, ça paraissait complètement fou. Mais oui, la représentation, c'est absolument essentiel. Et si on arrête de voir à la télé, dans les livres, dans les films, des avocats pénalistes qui sont des hommes, en général, plutôt de forte corpulence, avec une grosse voix, qui s'énerve, qui tonne, et avouons-le qu'on n'est pas forcément aidé dans cette représentation par l'actuel garde des Sceaux, qui est vraiment la quintessence de l'avocat pénaliste, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que tant que l'image d'Épinal est celle-ci, ça pose une difficulté. Donc voilà, moi j'ai apporté ma pierre à l'édifice avec ça, avec cette représentation. Et le roman, oui, Jamène Drière, qui a quand même dû produire un certificat de virginité dans les années 20 pour pouvoir exercer son métier, c'est quand même complètement fou. Donc là-dessus, on a évolué. Non, je crois que on le voit, Jacqueline Lafont, par exemple, qui défend Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, ça veut dire quand même quelque chose. C'est des concours de circonstances, des choses qu'il faut que... Mais c'est là... Et elle le fait brillamment, et c'est relayé dans la presse, et les gens qui regardent les BFM, etc., ils voient en permanence, ils la voient entrer dans le palais avec l'ancien président, et c'est une femme qui est là. Et tout ça, en fait, ça aide à donner confiance aux clients. Les magistrats ne nous prennent plus forcément pour la collaboratrice, mais peut-être que si ce dossier est important et qu'on est là, c'est pas qu'on est venu substituer quelqu'un, mais que c'est vraiment notre dossier. Et voilà, les choses évoluent de cette façon-là. On est très, 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 très loin de l'égalité. Moi, je fais partie des avocates qui pensent que, de la même manière qu'il y a eu la loi Copé-Zimmermann, il faut faire quelque chose pour les cabinets qui sont d'une certaine échelle, évidemment. Il faut commencer avec des cabinets qui ont plus d'une centaine d'avocats, les forcer à avoir un équilibre au niveau des associés. Franchement, ça me paraît le minimum, parce que ce qu'on voit surtout dans les cabinets d'affaires, je veux dire, c'est affligeant. Alors, on est une vieille profession, on va dans des vieux palais, on utilise des vieilles formules, des locutions latines, et moi, je suis très attachée à ça, j'adore, mais c'est vraiment affligeant quand on regarde les classements dans certaines catégories. Il faut aller vers le droit de la famille, le droit de la communication, le droit social, pour que les femmes soient en tête des classements. Et puis après, ça disparaît complètement. Et les hommes vous disent, bah oui, mais c'est normal, les femmes sont plus intelligentes que nous, elles veulent pas de notre vie absolument atroce, on fait des closings au milieu de la nuit et tout, mais pourquoi eux en ont envie? Je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont envie d'être de brillantes avocates d'affaires, et on n'a pas à les critiquer pour ça. Derrière ça, c'est l'idée, bah c'est pas possible, parce qu'une femme, c'est forcément une mère qui veut rester chez elle, s'occuper de ses enfants et de sa maison. Et ben non, on a le droit aussi de vouloir ne pas être mère, être une mauvaise mère, dans ce que la société a comme représentation de la bonne mère. Donc tout ça est faux. C'est parce qu'on ne les encourage pas assez.
et je crois qu'il faut inciter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia, pour cette... vous avez retracé, en réalité, c'est vrai, cette évolution. On part de loin, puisque vous parliez du certificat de virginité, donc on part effectivement de très loin. La route est encore longue, mais merci pour cette... ce partage vraiment intéressant, l'importance des modèles. Vous citiez Jacqueline Lafont, l'importance de la représentation des modèles, l'importance, vous disiez également, de l'image. Et l'image, ça nous amène également aux médias. Donc, on évoquait la place des avocates sur BFM, qui représentent des clients importants, entre guillemets, pour le grand public, mais c'est également plus largement, et d'ailleurs au-delà de notre profession, et là je me tourne vers Emmanuel Chin, c'est la question de l'image des femmes dans les médias, donc télévision, radio. Je le disais en introduction, quelques chiffres, je ne veux pas vous asséner ma litanie de chiffres, mais 43%, ça reste la part des femmes qui interviennent à la télévision et à la radio. Et je lisais également 30%, j'étais assez surprise, c'est la part des femmes chez les invités politiques conviés en plateau. Donc en fait, on est encore loin quand même de l'égalité en temps de parole, en réalité, dans les médias, radio, télévision. Donc évidemment, c'est à vous que je voulais poser cette question. Comment on explique ces chiffres aujourd'hui ? Alors, les 30% des femmes invitées politiques, alors c'est peut-être aussi le miroir du fait qu'il y ait moins de femmes politiques que d'hommes. Mais pour revenir sur les femmes modèles dans les médias, moi j'ai le sentiment, alors 43% c'est en dessous de 50%, c'est sûr que c'est pas assez, mais j'ai l'impression que ça change quand même, et qu'il y a beaucoup de femmes modèles journalistes. Moi qui ai toujours rêvé d'être journaliste, regardez les grandes journalistes politiques, Anne Sinclair, Christine Ockrent, aujourd'hui Léa Salamé, les présentatrices des 20h de Claire Chazal, Béatrice Schoenberg aujourd'hui, Anne-Sophie Lapix, il y a Anne-Claire Coudray sur TF1, deux femmes dirigeantes de grands médias, Sybille Veil et Delphine Ernotte, Marie-Christine Saragosse. J'ai l'impression que dans les représentations, en tout cas, de femmes modèles, il y a des très très beaux modèles de journalistes, de femmes journalistes politiques et autres. Alors 43% effectivement de femmes invitées sur les plateaux de télévision, notamment les experts dans les talk-shows. Alors il y a des endroits où c'est plus important. Je parlais d'une initiative de TF1 qui crée les femmes expertes dans les médias. Il y a une promotion chaque année, donc il y a 15 femmes qu'ils ont identifiées expertes dans différents secteurs. Ça peut être des avocates, des juristes, des sociologues, des philosophes, des économistes, etc. Et vous parliez tout à l'heure du tutorat, du mentoring, et ils vont les mentorer pendant une promotion une année avec des journalistes des plateaux télévisés pour les amener à être les meilleurs possibles sur les plateaux télé. Et d'ailleurs, je crois que sur TF1, aujourd'hui, dans leurs émissions LCI et autres, plus de 53%, ce chiffre de 46%, c'est 53% des femmes expertes sur les plateaux, et 9 points de plus que l'année dernière, et 28 points de plus qu'il y a 5 ans. Depuis qu'ils ont mis cette initiative en place, ils ont doublé les femmes, etc. Donc il faut, et moi je vois dans les productions, nous on ne produit pas de talk-show, on produit beaucoup de magazines, et beaucoup de fiction et de documentaires, mais je sais que j'ai produit des talk-shows, et dans les talk-shows, on cherche toujours en priorité des femmes aujourd'hui, sur les plateaux, etc. D'ailleurs, toutes les femmes qui sont là seraient excellentes sur les plateaux télévisés. D'ailleurs, certaines l'ont été. Non, mais vraiment. Donc, il faut. Donc voilà. Il y a une autre manière de représenter les choses. En écoutant Julia tout à l'heure, je me disais, si je devais créer une série d'avocates je choisirais une avocate pénaliste, une femme, évidemment, comme héroïne, parce que c'est la fiction. La fiction fait beaucoup bouger les choses. Vous parliez de Borgen tout à l'heure, et c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu cette série 24 heures. Chrono. Jack Palmer était le premier président noir des États-Unis, et c'était bien avant Barack Obama. Et moi, je suis convaincu que ça a aidé à... Donc je pense que les représentations dans la fiction sont très importantes.
que des très beaux héros de femmes, des héroïnes femmes dans différents métiers, différentes représentations, et sortir des stéréotypes, évidemment, des stéréotypes. En vous écoutant, Françoise Zimmermann, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé votre intervention, toute intervention, mais elle était très sensible, très juste. Je me dis, effectivement, on ferait une série familiale. Nous, on a produit une série qui s'appelait Fais pas ci, fais pas ça, bon, qui était avec comédie, etc. Mais aujourd'hui, évidemment, les hommes vont chercher les enfants. Enfin voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, la fiction va faire changer les choses aussi. Donc voilà, je pense que les choses bougent quand même. Et en tout cas, on n'aurait pas eu, je pense, la photo de Paris Match sur les femmes journalistes, ou avec que des hommes et peu de femmes dans les médias aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Dernier point, je crois qu'on n'a pas évoqué ce soir, mais qui répond aussi à notre thématique de la question de l'égalité. C'est celui des propos sexistes, du harcèlement, la discrimination, c'est-à-dire que les difficultés auxquelles les femmes peuvent être en particulier doivent faire face très souvent, trop souvent. Alors c'est vrai que le discours médiatique sur les violences a évidemment évolué, un écho beaucoup plus important depuis le mouvement MeToo, mais pour autant, en tout cas, l'opinion publique considère qu'on ne parle pas assez de la lutte contre le sexisme dans les médias et dans le débat public. Et je me tourne vers Maxime, qui sent que je vais évidemment l'interroger. Maxime Rusniewski, je vous ai évidemment présenté tout à l'heure, mais je me tourne vers vous parce que votre petit manuel du féminisme au quotidien, aux éditions Marabout, que j'ai dévoré pour préparer l'événement et qui pour le coup m'a beaucoup aidé parce que l'intérêt, l'avantage, c'est que vous y tracez en réalité toutes ces problématiques par tous ces aspects-là. J'aimerais peut-être que vous nous disiez, selon vous, quelles sont les principales clés pour agir vers une égalité réelle face à ces problématiques aussi de propos sexistes, de violences qui rentrent évidemment frontalement avec cette question d'égalité. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je voulais aussi vraiment remercier les organisatrices et les organisateurs de cet événement parce que pour avoir fait quelques conférences de ce type, et je pense qu'on est beaucoup ici beaucoup vont comprendre ce que je vais dire, je trouve que ce panel est extrêmement représentatif de la France telle qu'elle l'est aujourd'hui. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse les personnes qui, je ne sais pas qui c'est, mais qui ont choisi ce panel-là parce que c'est très rare. Non mais vraiment, vous l'avez dit, je travaille sur les sujets de diversité et inclusion, bon, surtout sur les questions de sexisme, on va en parler, mais je travaille aujourd'hui sur tous les sujets de diversité et inclusion. Et c'est très important d'avoir des gens qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas au même moment de leur carrière, qui ne viennent pas tous du même pays, qui n'ont pas la même orientation sexuelle, qui n'ont pas le même genre aussi, et surtout quand on parle du 8 mars, d'avoir des femmes et des hommes autour de cette table. Donc vraiment, moi je trouve ça super. Donc bravo à elles et à eux. Maintenant, sur la question du sexisme et des violences sexistes et sexuelles, qui est évidemment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En tout cas, j'y mets toute mon énergie aujourd'hui dans mon activité. Déjà, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ne connaissent pas suffisamment l'état des lieux du sexisme et des violences sexistes et sexuelles et ne savent même pas finalement les différences entre les différentes infractions. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut repasser, mais c'est un peu compliqué pour la régie, le chiffre qui m'a tout de suite interpellé de votre panel sur ce que constatent les avocates et les avocats, mais surtout les avocats. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le terme de blague qu'on voit en premier. C'est très intéressant parce qu'en fait, le terme de blague sexiste n'existe pas. D'ailleurs, c'est quand même un bel oxymore. Une blague sexiste, je ne vois pas en quoi c'est drôle, mais bon, de faire une blague sexiste. Donc, c'est forcément pas une blague. Voilà, blague ou remarque sexiste. Ça fait tout de suite référence finalement à la question des agissements sexistes qui prennent la place de ces blagues-là, puisque, un peu comme d'ailleurs on dit, il n'y a pas de blague lourde, parce qu'à partir du moment où la personne ressent qu'elle n'est pas, qu'on ne s'adresse pas à elle de la bonne façon, ça n'est pas de la drague, c'est souvent du harcèlement sexuel, parfois juste de l'agissement sexiste, parfois c'est peut-être juste de la lourdeur, mais en tout cas c'est pas de la drague lourde, et de la même manière il n'y a pas de blague lourde. Donc j'insiste vraiment sur la sémantique parce que je pense même que, y compris chez les avocates et les avocats, beaucoup dans cette salle et ailleurs ne connaissent pas, et moi je connaissais pas forcément d'ailleurs les différences avant d'avoir créé ma société, mais les différences entre l'agissement sexiste et le harcèlement sexuel, entre le harcèlement sexuel
et l'agression sexuelle. La jurisprudence, aujourd'hui, liste des zones qui concernent l'agression sexuelle, et c'est extrêmement important de les connaître. Donc, au final, il y a un travail mais immense de sensibilisation et de formation à faire. Et sur ce point-là, il faut absolument rappeler que ça n'est pas une option. La sensibilisation au sexisme, au harcèlement sexuel, c'est une obligation dans toutes les entreprises, dans tous les groupes, et pas seulement d'ailleurs dans les grands groupes, parce qu'à partir du moment où on a un CSE, c'est-à-dire qu'on a plus d'une dizaine d'individus, on doit sensibiliser. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui ne veut plus attendre, une génération Z, une génération Y qui n'en peut plus d'attendre sur ces sujets, qui attend des résultats. Et donc, pour avoir les talents de demain, il va falloir être exemplaire sur ces questions parce qu'ils ne laissent rien passer. Mais il faut aussi l'être parce que, comme la Cour de cassation l'a dit en 2015, les entreprises ont tout intérêt à se conformer à ce devoir de sensibilisation, puisque la Cour de cassation nous a dit en 2015 qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et que si on fait ce travail de sensibilisation au sein de son entreprise ou de son cabinet, par exemple, eh bien, on ne peut pas, après, reprocher au chef d'entreprise de ne pas avoir fait son rôle de sensibilisation. Donc, quelque part, finalement, il ne va pas être condamné par ricochet, en tout cas pas systématiquement, sauf s'il a fait un manquement grave. Donc voilà, travailler sur ces sujets, expliquer aujourd'hui que le harcèlement sexuel, ça n'est plus du tout le harcèlement sexuel d'il y a 5 ans. Mais ça, si on ne l'explique pas toute l'année, alors que ce soit avec moi ou avec mes concurrents, avec qui vous voulez, mais si on n'a pas un outil qui permet de le savoir toute l'année, eh bien c'est compliqué. Le harcèlement sexuel aujourd'hui, c'est la répétition, mais c'est aussi la pression grave. Donc ça veut dire qu'en une seule fois, on peut caractériser le harcèlement sexuel. Mais qui le sait vraiment? Et de la même manière, le harcèlement sexuel aujourd'hui, c'est la capacité de dire à quelqu'un, ou plutôt à un groupe d'individus, si vous faites des commentaires graveleux, comme on dit, à la machine à café ou dans un open space, et qu'une femme écoute ces commentaires-là, même si elle ne réagit pas, l'adage « qui ne dit mot consent » ne s'applique absolument pas dans ce cas-là, eh bien c'est du harcèlement sexuel aussi. Et de la même manière, l'agression sexuelle, le fait juste de caresser par exemple les cuisses de quelqu'un, et ça peut être une femme sur un homme, parce que c'est dans les deux sens. Il se trouve que les violences sexistes et sexuelles, c'est de manière écrasante des femmes qui en sont les victimes. Mais c'est valable dans les deux sens, parce que j'ai eu un exemple, c'est pour ça que je pense à ça, d'une chef, en l'occurrence d'entreprise, qui avait fait ça sur un stagiaire en lui disant « et donc le rugby, ça te réussit hein ». Ça, en fait, c'est une agression sexuelle, parce que la jurisprudence liste les zones sur lesquelles le sexe, la bouche, les cuisses, voilà, on ne peut pas s'approcher, parce que sinon c'est une agression. Et pour terminer, je dirais aussi que en 2023, pour moi, travailler sur ces sujets, c'est aussi faire fructifier l'intelligence collective. Et donc chez Remix, donc dans ma société, ce qu'on a fait dans cette plateforme, c'est pas seulement de la sensibilisation, qui d'ailleurs, parce que je suis producteur à la base, et donc j'ai travaillé sur un outil audiovisuel, une fiction pour faire passer des messages, parce que je considère qu'il faut s'adresser aux gens de manière un peu ludique pour les convaincre. Eh bien, on a profité aussi de cette plateforme pour demander aux collaboratrices et aux collaborateurs ce qu'ils pensent de ces sujets, et on voit grâce à l'intelligence collective que parfois il y a des très bonnes suggestions qui ressortent. Donc voilà, quelques pistes d'entrée, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que si on ne veut pas refaire ce débat dans 10 ans, parce que malheureusement, j'ai eu le même débat il y a 10 ans, bon, j'étais en coulisses, parce qu'à l'époque, j'accompagnais la ministre, mais c'était les mêmes angles, c'était les mêmes réflexions. Mais c'est bien, de continuer à organiser ce genre de débat, mais si on ne veut pas être au même constat dans 10 ans, et là, je suis complètement d'accord avec Emmanuel Chien, il faut absolument chiffrer pour savoir où on en est à l'instant T, pour après, quelques années après, voir comment on a évolué. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, l'importance d'objectiver et de prévoir des process pour pouvoir y répondre et ne pas simplement, comme disait Linda tout à l'heure, également être dans une faveur, mais vraiment l'objectif, réaliser des objectifs et des process. Je termine avec plaisir avec vous, Rachel Flore Pardo. Vous êtes également avocate et vous avez cofondé l'association Stop Ficha, qui lutte contre les cyberviolences. Ces cyberviolences qui sont en réalité une nouvelle forme de violence qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques années, mais qui ont tendance à viser majoritairement, je crois, les femmes. Et d'ailleurs, parenthèse, ce n'était pas dans nos chiffres, mais encore aujourd'hui, et les chiffres 2022, les femmes restent les premières, évidemment, on s'en doute, mais les premières victimes de violences conjugales, encore aujourd'hui, c'est l'évidence. Rachel Flore, comment lutte-t-on contre cette nouvelle forme de violence, cette cyberviolence ?
D'abord, merci beaucoup Vanessa de me recevoir. Moi, j'ai 2 casquettes ce soir. J'ai évidemment ma casquette coprésidente et cofondatrice d'association, mais aussi ma casquette d'avocate. Et c'est vrai que je suis presque émue, en fait, finalement, d'être là, entourée de toutes ces personnalités formidables, parce que on met ici sur la table un sujet qui me hante au quotidien, qui est comment je vais vivre cette vie en alliant ma vie personnelle, ma volonté de développement personnel et ma vie professionnelle. Et vous êtes quand même assez nombreux ici, notamment dans la profession. Je pense à toi, Julia, je pense à toi, Vanessa, à être pour moi des modèles, en fait, aujourd'hui, de comment est-ce qu'on peut être épanoui dans notre profession d'avocat. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça, pour le message que vous nous véhiculez, et pour moi, c'est vraiment très important. Sur l'association Stop Ficha, c'est une association qui a aujourd'hui 3 ans, qui a pour objet de lutter contre les cyberviolences sexistes et sexuelles. Donc ce sont des violences qui sont en fait des nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles qui sont naturellement développées avec notre usage des outils de communication électronique. Et ces violences aussi visent plus les femmes que les hommes. Alors vous pourrez me demander quel rapport avec la carrière des femmes. Eh bien le rapport est assez flagrant quand on regarde quel effet ont ces cyberviolences sur les personnes qui en sont victimes, mais aussi sur les personnes qui en sont témoins. Eh bien, quand on est victime de cyberviolence ou quand on est témoin de cyberviolence, un des réflexes qui ressort d'un grand nombre d'études, c'est l'autocensure. L'autocensure, c'est un mot qu'on a évoqué. Et en fait, le fait que ces violences visent plus les femmes, une femme a 73% de chances de plus qu'un homme de se faire harceler sur Internet, et quand en plus une femme se fait harceler, dans 48% des cas, elle dit que ça a un lien avec son genre, alors que quand c'est un homme, c'est seulement dans 18% des cas que le genre est expressément visé. Donc le fait de voir que ces violences ciblent les femmes, eh bien, ça crée ce phénomène d'autocensure, cette volonté, mais ça a été abordé par plusieurs intervenants, mais cette angoisse à l'idée de s'exposer, cette volonté peut-être de moins se mettre en avant, d'aller moins vers la lumière, parce que quand une femme le fait, les exemples des plus gros dossiers de cyberharcèlement en sont le reflet. Eh bien, on vise pas tellement les idées, mais on attaque le physique, on attaque toute une série de choses, on tape là où ça fait mal. Et vous parliez des journalistes tout à l'heure, et j'étais à une conférence il y a 15 jours à l'UNESCO qui visait justement cette question d'Internet. Et une femme journaliste, prix Nobel de la paix, prenait la parole et dénonçait les violences extrêmes sur son physique en l'assimilant à un singe, etc., dont elle avait fait l'objet, et nous montrait des chiffres et nous montrait que 73% des femmes journalistes témoignent et disent avoir été victimes de violences en ligne, et que également ensuite 20% d'entre elles ont fait dans la suite de ces violences en ligne l'objet d'agressions physiques. Donc les journalistes, pourquoi sont-elles visées ? C'est parce qu'évidemment, ce sont des personnalités qui s'exposent particulièrement, et on remarque que plus une femme va s'exposer, notamment en prenant la parole dans la vie politique, ou en tant que journaliste, ou en tant que militante, et aussi en tant qu'avocate, eh bien, elle risque en effet derrière de faire face à ces violences. Donc l'appréhension de la question des violences est en réalité vraiment pour moi un pilier de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce que je veux dire par là, c'était que tant que les femmes seront plus victimes de violences qui visent en fait à les exclure tout simplement de l'espace public que les hommes, eh bien, elles auront des freins dans leur carrière qui se manifesteront par soit des remarques qui les mettront mal à l'aise, soit ce phénomène d'autocensure parce qu'elles auront vu d'autres femmes ou parce qu'elles auront peut-être un jour elles-mêmes été victimes de ces violences. Et plus largement, au-delà des violences en ligne, moi je suis absolument convaincue que nos cabinets ont un rôle à jouer dans la prévention des violences sexistes et sexuelles déjà qui peuvent se développer en leur sein. Maxime, je rebondis sur ce que tu disais, mais il y a des véritables enjeux de formation. On est quand même une profession au sein de laquelle les questions de management sont véritablement reléguées au second plan. Et il y a cette question de formation à comment on fait en sorte qu'on arrive à créer des espaces de travail qui soient des lieux sains, où on puisse vraiment se sentir en sécurité, où une femme va pas se sentir parfois trop mal à l'aise à force d'entendre certaines choses, ou bien ne pas se retrouver à elle-même être victime de formes de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Donc comment on donne des outils à nos cabinets pour leur permettre de prévenir le développement de ces violences en leur sein, qu'ils ne soient pas ainsi le terrain de la commission de violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est un aspect. Et moi, je suis aussi absolument convaincue
Quand on parle des violences conjugales, et c'est quand même un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui dans l'actualité, j'ai l'impression que voilà, le grand public qui est de plus en plus sensibilisé, eh bien, dans les cas de violences conjugales, dans de nombreux cas, la seule fenêtre vers l'extérieur, en réalité des victimes qui sont sous une forme d'emprise chez elles dans leur domicile, eh bien, c'est le lieu de travail. Donc comment aussi on donne des outils à nos cabinets pour qu'ils soient en mesure de tendre la main, d'être cet espace peut-être de libération de la parole, ou en tout cas d'écoute et d'accueil, pour ensuite réorienter les personnes qui seraient en souffrance ou en difficulté vers un cursus associatif ou judiciaire. Mais voilà, il est temps pour moi, je pense que voilà, notre barreau a commencé à le faire, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. Quand je vois ce chiffre tout à l'heure, quand il y avait, je crois que c'était 3% des femmes qui disent avoir été victimes de violences qui ont saisi l'ordre, c'est ça le résultat de votre enquête, eh bien, ça montre qu'en fait, on n'a pas encore véritablement réussi à créer au sein de notre barreau cet espace où la parole pouvait se livrer en confiance. Et pour moi, je pense que c'est un enjeu déterminant des années à venir. Merci infiniment à toutes et à tous. On a tenu notre timing, on l'a un peu dépassé, mais ça va encore. Évidemment, l'intérêt de notre soirée, c'est évidemment d'échanger avec vous dans le public. Si vous avez des questions pendant quelques minutes, nos panélistes sont encore là. Et puis, évidemment, ensuite, on conclura et on vous retrouvera dans un café Place Dauphine au Fluctuate. Je vais peut-être laisser le micro pour le public. Alors, super Hugo. Tiens. Sur la régie. Merci infiniment, Hugo. Pardon. Merci. Dans le problème des rapports au sein de notre profession entre hommes et femmes, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir parfois des expériences assez désagréables. Il y a quelques années, j'avais eu à mon cabinet, il y a pas mal d'années, il y a une vingtaine d'années, une jeune fille qui était venue faire son stage. Elle était élève à l'EFB. Elle faisait son stage avec moi. Et à l'époque, je préparais une affaire d'assises assez violente, et je lui avais proposé de plaider avec moi, avec l'accord du président, bien sûr. Donc nous avions préparé le dossier, nous nous étions répartis les arguments, et une semaine, elle était venue avec moi à Fresnes voir le client, bien sûr, et qui était poursuivi parce qu'il avait, pour une double tentative de meurtre, on n'avait pas retenu l'assassinat, mais une double tentative de meurtre qu'on appellerait actuellement un féminicide. C'était sur son ancienne compagne, qui l'avait quand même beaucoup énervé, il faut reconnaître. Et à peu près une semaine avant l'audience, ma jeune stagiaire me dit non, finalement, j'ai trop peur, je n'oserai jamais, j'arriverai jamais à plaider. Je lui dis, écoutez, c'est comme vous voulez, je vais reprendre la partie du dossier que vous deviez plaider, je la plaiderai à votre place. Et puis, comme je suis un peu vicieux, je lui ai dit, l'ennui, c'est que dans quelques jours, vous allez me dire, oh, je regrette, j'aurais tellement aimé. Et elle me dit, oui, vous avez raison. Donc, nous sommes allés ensemble à la cour d'assises, et l'audience a eu lieu. La présidente avait dit, oui, votre stagiaire pourra plaider, mais je ne veux pas qu'elle pose des questions, c'est vous seul qui posez. D'accord. L'avocat général, requiert 12 ans de réclusion criminelle, alors qu'il y avait une double tentative de meurtre, mais comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit il y a un instant, la victime avait quand même beaucoup énervé mon client. Et nous plaidons. Elle plaide en premier, je plaide ensuite. Je rappelle que l'avocat général avait requis 12 années de réclusion. Oui. Nous attendons le résultat, un peu en tremblant, et il a été condamné à 4 ans de prison. Et je ne saurais jamais si ce résultat extraordinaire a été obtenu plutôt par elle que par moi.
c'est une expérience très désagréable. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions dans le public? Je crois qu'on a le monsieur, le jeune homme qui est juste là. Je ne peux pas le pointer du doigt. Juste là. Merci. Tenez. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour la qualité des interventions et pour ce magnifique panel. Moi, je m'appelle Youssouf et j'ai notamment en fait travaillé dans la communication, donc dans divers groupes médias comme Prisma Média, groupe Bolloré Havas, notamment aussi, Lagardère. Et j'ai aussi une deuxième casquette parce que je travaille dans le cinéma en tant qu'acteur et réalisateur. Et je veux affirmer que dans le milieu, en tout cas des médias, il y a beaucoup de femmes. Voilà. Donc en termes de carrière, je pense que les femmes dans les médias, il y en a à tous les niveaux. Moi, j'ai travaillé en régie, j'ai travaillé en agence et j'ai pu le voir. C'était très agréable. Donc après, je pense qu'il y a des particularités selon les secteurs. Il y a des surreprésentations de femmes dans certains secteurs. Il y a des surreprésentations d'hommes dans certains secteurs aussi. Après, ça se joue, je pense, aussi au niveau du top management. Parce que c'est vrai que dans certaines entreprises où j'étais, le top management, c'était beaucoup des hommes. Mais après, tout ce qui est middle management, il y a énormément de femmes. Donc les femmes font tourner les entreprises, ça c'est sûr et certain. Je veux le mettre en avant, ça c'est important. Et d'autre part, c'est vrai qu'on parle en fait, des carrières des femmes, donc dans le milieu professionnel, mais je pense que le rôle aussi des hommes, comme vous le disiez, certains des intervenants, c'est de aussi aider en fait leurs compagnes pour pouvoir en fait garantir une carrière des femmes notamment. Et je veux féliciter en tout cas les femmes, les mères, qui entre guillemets jouent des rôles prépondérants au niveau professionnel, mais également dans les familles. Moi, je l'ai vécu avec ma mère, qui m'a élevée toute seule notamment, et qui a été dans le milieu hospitalier. Donc voilà. Je pense qu'aussi, il y a un autre aspect qui est important, puisqu'on parle beaucoup d'égalité, mais je ne sais pas si l'égalité n'est pas une utopie. Enfin, je parlerais plutôt, moi, d'équité, plutôt, parce que, bon, avec les chiffres, je pense que dans le milieu professionnel, en tout cas, les chiffres parlent, mais je pense que pour faire bouger les choses, enfin, tous les acteurs qui sont ici présents les font bouger à travers leur profession ou les associations dans lesquelles vous êtes et qui font avancer les choses, pardon. Mais je pense aussi qu'il faut de la bonne volonté. Il faut de la bonne volonté et c'est ce que vous avez et je vous félicite pour ça. Et une dernière chose, moi en tant que cinéaste et acteur, là j'ai décidé en fait de faire un film qui parle de violence conjugale notamment parce que c'est, comment dire, c'est très difficile en fait pour par exemple une femme qui subit dans un couple en fait de s'exprimer sur ces aspects-là. Et donc j'ai traité cet aspect-là par rapport à un court-métrage du point de vue en fait d'un enfant donc qui voit sa mère qui subit des violences conjugales. Donc ce court-métrage-là, on est en train de le terminer, de le finaliser. On va l'envoyer en fait en festival à l'international pour vraiment parler de ce sujet-là, parce que c'est vrai que le point de vue des enfants aussi est important. Voilà. Merci pour votre intervention. Oui, une question. Bonsoir, merci beaucoup. C'était absolument passionnant et très très enrichissant. Beaucoup de choses différentes. L'enjeu de la fiction, le fait qu'on se trouve forcément dans un enjeu à la fois systémique, à la fois qu'on a forcément peut-être des fois intériorisé en tant que femme, et que donc ça demande aussi cette nécessité d'aller de l'avant. J'avais juste une question, bien évidemment, sur le chiffre de 3% qui est absolument terrifiant. Est-ce que vous aviez pu, lors de cette enquête, aller un petit peu plus loin sur les raisons en fait de cette absence de saisine de l'ordre? Est-ce que vous avez évoqué la confiance, mais est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous avez pu avoir accès à d'autres informations pour comprendre et du coup forcément bien évidemment derrière avoir des solutions pour avancer et que ça s'arrête? On a le pourcentage de celles qui font ou pas une action en fait suite à une agression, mais il me semble pas que dans les chiffres donnés il y ait le nombre de femmes concernées en fait par des situations de violence. Alors on peut peut-être remettre à l'image. Merci Laetitia.
Si on n'avait pas également les chiffres en dessous, peut-être. Alors, pour que vous ne restiez pas sur votre faim s'agissant de ce sondage qu'on a lancé le 7 février et qui a été exploité tout récemment, il est en réalité très très détaillé et il sera sur le site de campagne dans les jours qui viennent et je crois même dès demain. Et là, vous aurez tous les détails, le nombre de répondants, les raisons pour lesquelles les confrères et les consoeurs surtout ne saisissent pas les instances ordinales en cas de difficultés rencontrées. Donc vous avez vraiment le résultat et les résultats de cette enquête de manière extrêmement détaillée qui seront en ligne. On a fait le choix à dessein de limiter les visuels de manière assez résumée pour ne pas vous noyer sous les chiffres. Donc je n'ai pas effectivement la réponse précise à cette question, mais vous l'aurez en tout cas sur le site dès demain. Sauf si Pierre qui a présenté les... Ok, vous aurez donc... Ça sera en ligne dès demain. Oui, une autre question peut-être? Oui, alors non, je vais me faire disputer, ce n'est pas une question. D'accord. J'avais plein de questions, mais il y a eu toutes les réponses qui ont été faites aujourd'hui. Je voulais juste dire qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir organiser une telle réunion, un tel panel. On ne devrait plus avoir l'organiser, mais on est en France et on a cette liberté. Et que la veille du 8 mars, quand on voit ce qui se passe en Iran, que ce sont des femmes qui portent peut-être la liberté du pays, qu'en Afghanistan, les jeunes filles ne peuvent plus aller à l'école malgré des avancées qu'il y avait eu pendant 20 ans. Et aujourd'hui, c'est absolument terrible. On doit continuer à se battre, évidemment, mais on doit aussi se battre pour elles. Pour eux, parce que les femmes, c'est la liberté pour les deux, c'est pas la liberté uniquement des femmes, que le barreau de Paris se bat et est porteur effectivement de ces messages. Donc le fait d'organiser aujourd'hui cette réunion, qui est du monde malgré un jour de grève, c'est aussi un message que les avocates et les avocates, que je vais dire la France, parce que on a François Zimbrek qui nous rappelait tout à l'heure, qui a vu des horreurs dans le cadre de ses activités d'ambassadeur. Voilà, c'est ce message-là. Je suis désolée de ne pas avoir de questions précises. Il y a, je pense, pas mal de réponses qui ont été apportées, mais je tenais à rappeler cela. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire un mot pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, qui est très important en matière de droits des femmes, c'est que contrairement à d'autres domaines, en matière de droits des femmes, si on ne se bat pas quotidiennement pour les faire progresser, il n'y a pas de progrès, évidemment, il n'y a pas de stagnation, il y a un recul. Et c'est très important de le dire parce que dans certains pays, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis, encore très récemment sur l'IVG, ou là en Pologne, à l'intérieur même de l'Europe, on a des reculs qui sont très significatifs sur les droits des femmes. Donc la question du combat, c'est pas seulement celui du maintien, c'est celui de se battre pour que ça ne recule pas. Chers amis, il est plus de 21h et vous allez mettre... D'abord, merci. Merci. Tu as remercié tout à l'heure le panel et tu as remercié une organisation. Moi, je voudrais d'abord dire merci à Vanessa Bouzardeau qui fait un travail... Et qui on travaille ensemble, mais depuis plus de 3 mois pour organiser ce panel, en plus dans les conditions et je voudrais vraiment lui rendre hommage et vous rendre hommage à vous tous et toutes. Aujourd'hui, c'est un peu une campagne électorale et on a des propositions, mais je trouve pas ça beau de l'évoquer et on va tous prendre le verre de l'amitié tous ensemble un peu après et on va aussi peut-être tous se revoir et cheminer, effectivement. Bravo, merci. Sachez que c'est retranscrit, et donc vous allez pouvoir revoir les vidéos et vous allez surtout pouvoir revoir le sondage qu'on va décortiquer. Et d'ici quelques jours, on va vous faire part de nos propositions. Mais je crois que c'était tellement beau ce qu'on a vu. Il y avait un tel élan d'humanité qu'on va mettre la politique de côté et allons boire un verre de l'amitié et tout simplement retrouver notre serment, celui de l'humanité. La séance est levée. Merci à tous.
tant qu'avant. Avec les enchaînements, merci. Bon.